Bonjour. Aujourd'hui, le thème de la conférence portera sur les soins de support des maladies auto-immunes. Le plan de l'exposé pour ce support des maladies auto-immunes, donc les trois piliers, le raisonnement, les traitements, les exemples. Depuis longtemps, j'ai appris qu'on ne pouvait aborder une pathologie qu'avec un seul produit ou une seule attitude. Aujourd'hui, donc, je voudrais proposer cette approche multiple, complémentaire et convergente, en particulier dans ces maladies auto-immunes. Pour ce faire, nous allons voir ce que j'appelle les trois piliers, ensuite le raisonnement qui va conduire toute notre approche thérapeutique. Nous verrons ensuite les traitements et nous donnerons quelques exemples. Les trois piliers, c'est ce que j'appelle l'approche globale. Cette approche globale, elle repose sur une approche psychologique, une approche sportive, ou au moins une activité physique, et une approche du comportement alimentaire. L'approche psychologique, à chaque patient, il est proposé d'écrire sur une feuille ses projets, ses qualités, son implication. Ça veut dire qu'à chaque patient, il est proposé de sortir de cette référence, de cette ambiance de culpabilité trop fréquente, pour l'amener à prendre conscience de sa responsabilité pour l'amélioration de sa santé. C'est-à-dire qu'il a confiance, une confiance réciproque entre lui et le médecin et lui. Je veux dire qu'il faut créer et recréer chez lui cette dynamique positive. Il faut donc faire comprendre au patient qu'il est intégré dans une approche globale et holistique. Bien entendu, il suit son traitement conventionnel et ajoute cette démarche psychologique. C'est lui seul qui peut optimiser cette démarche. Il est le premier concerné et son accord est primordial. Dans le cadre de cette approche psychologique, nous allons nous situer au niveau cellulaire. Vous avez ici, sous les yeux, une coupe des cellules. En haut, à gauche, vous avez les radicaux libres de caractère endogène. Nous sommes une usine thermique, nous avons donc des déchets provenant de la combustion, du déchet de combustion des mitochondries, des phagocytes, de l'accumulation de métabolites réduits, etc. Ce qui provoque des radicaux libres. Nous avons des facteurs exogènes, tels que les radiations, les rayons ultraviolets, la pollution de l'air, la fumée de cigarette, quelques polluants, quelques pesticides, quelques médicaments, tout ceci provoque des radicaux libres. Ces radicaux libres ont comme caractéristique de provoquer un stress oxydatif, avec deux implications, la première au niveau membranaire, la deuxième au niveau intracytoplasmique. Au niveau membranaire, vous voyez ce petit médaillon montrant un grossissement de la paroi membranaire, avec ces toutes petites billes jaunes qui représentent des boules de cholestérol, auxquelles sont collés des filaments représentés par les acides gras insaturés. Le fonctionnement normal d'une cellule
est que ces filaments d'acides gras insaturés sont souples, ils sont en position 6, permettant ainsi le passage transmembranaire de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Quand il y a un stress oxydatif, ces acides gras insaturés, ces filaments, passent en position trans et ne permettent plus le passage transmembranaire. Deuxième effet de ce stress oxydatif, au niveau de la cellule, c'est une dégradation au niveau du pool protéique de réserve, au niveau d'une mitochondrie, au niveau de l'accumulation et d'élévation du fer sérique, et au niveau de l'ADN, bien entendu. Notre organisme est remarquablement fait, et pour lutter contre ce stress oxydatif, nous avons des antioxydants. Ces antioxydants peuvent être d'origine endogène, tels que le glutathion, que la superoxyde dismutase, telle que la catalase. Si cela ne suffit pas, nous allons puiser des antioxydants exogènes sous forme de vitamine A, vitamine C, vitamine E et N-acétylcystéine. Tout ceci dans le but de reformer une paroi cellulaire et donc de permettre une communication. Ainsi, nous repermettons le fonctionnement homéostasique satisfaisant d'un tissu, d'un organe, d'une fonction. Voyons le schéma de Seignelay qui montre, entouré d'un carré rouge, l'importance du stress. Ce stress provoque la libération d'interférons gamma, donc la dissociation des entérocytes, permettant ainsi une hyperperméabilité du grêle. Cette hyperperméabilité du grêle va se dérouler en même temps qu'une alimentation moderne, avec une inadaptation du mucus, une agression des muqueuses du grêle, une inadaptation des enzymes, donc des déchets alimentaires, et enfin une putréfaction et encore des déchets bactériens. Tout ceci amène, avec cette hyperperméabilité du grêle, une traversée de la membrane cellulaire, de la membrane intestinale, laissant passer des peptides, des superantigènes et d'autres substances qui peuvent provoquer un encrassement des organes ou des tissus, provoquer une réaction lymphocytaire importante, provoquer une réaction immunitaire contre ces antigènes, et si il y a un facteur génétique dont nous parlerons plus tard, à savoir le groupage HLA, nous pourrons rentrer dans les maladies dites auto-immunes, au niveau intestinal, au niveau ORL, au niveau cutané, au niveau neurologique, au niveau rhumatismal, etc., etc. Autre schéma, montrant en haut la jonction serrée entre les entérocytes, ce qui fait que tout aliment dans la lumière intestinale passe par l'entérocyte où il est dégradé, synthétisé. Au contraire, lorsqu'il y a une libération d'interférons gamma, nous avons dit que les protéines de jonction qui sont le prolongement du cytosquelette de l'entérocyte, ces protéines de jonction sont écartées et permettent le passage d'un antigène du pôle apical au pôle basal de l'entérocyte.
La deuxième approche, c'est une approche sportive. Nous parlons d'alimentation équilibrée et pauvre en sucre. Le but, c'est d'obtenir une composante corporelle et un poids corporel satisfaisant, donc une correction de notre indice de masse corporelle, avec une diminution de l'adiposité et diminution de la masse grasse abdominale. Du coup, il y a normalisation des hormones sexuelles, avec une augmentation, une élévation de la sex hormone bending, une diminution des androgènes libres, une diminution des oestrogènes libres et une diminution de l'aromatase. Cette correction abdominale, pondérale, des adipocytes, entraîne également, par cette alimentation équilibrée et pauvre en sucre, une transformation du métabolisme de l'insuline, avec une augmentation de la sensibilité à l'insuline et donc une baisse de l'insuline. Et il y a diminution du facteur de croissance IGF. Troisième conséquence, c'est l'inflammation et les adipokines. Donc nous avons une baisse de la leptine, une augmentation de l'adiponectine, une baisse du TNF-alpha, de l'interleukine 6, bref, une baisse de la CRP. Enfin, dernier élément, nous avons une augmentation de la vitamine D. Donc, nous voyons que l'approche sportive, largement documentée, correspondant donc à une alimentation équilibrée et pauvre en sucre, amène énormément de bienfaits à l'organisme. Troisième pilier, c'est l'approche alimentaire. Le comportement alimentaire repose sur trois notions. Une notion qualitative, une notion quantitative et une chrononutrition. Nous parlerons plus loin de l'approche du comportement qualitatif avec les intolérances. Nous allons largement développer l'approche quantitative. Quant à la chrononutrition, nous en avons parlé lors de la conférence portant sur les comportements alimentaires hors pathologie. Il s'agit, dans ce chapitre, de savoir répartir les aliments en fonction du meilleur moment de leur assimilation. Ce comportement alimentaire se fait bien entendu dans le respect de la masse corporelle IMC. Cette approche alimentaire peut se faire avec différentes modalités. Nous pouvons faire des phases de jeûne intermittent, c'est-à-dire que nous allons faire une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, prendre un petit déjeuner, un déjeuner, ne rien prendre à la collation de 17h et ne pas dîner. On peut faire ceci de façon un peu plus marquée, en faisant plusieurs jours de suite, jusqu'à 1 semaine, voire 1 mois, la meilleure période étant la sortie de l'hiver. Quel est le but de cette approche alimentaire? Eh bien, c'est de freiner l'hormone de croissance qui est couplée à l'hyperinsulinisme lié à notre alimentation. Du coup, le but est de freiner au maximum ce gavage sucré et de supprimer le carburant de l'inflammation qui est le sucre. Enfin, nous parlerons des intolérances alimentaires.
le raisonnement qui conduit toute l'approche dans ces maladies dites auto-immunes. Premièrement, le schéma du professeur Massol. Sur ce schéma, vous voyez que le début biologique précède le début clinique de la maladie. Si donc nous sommes capables, par l'observation biologique, de corriger le plus rapidement possible les erreurs alimentaires, par exemple, nous ne développerons pas les symptômes cliniques et nous reviendrons à une guérison biologique rapide. Par contre, si nous ne tenons pas compte des informations biologiques, nous allons rentrer dans le début clinique de la maladie, nous allons développer la maladie, et là il faudra toute une approche symptomatique pour obtenir la guérison et clinique et biologique. Donc, la biologie précède la clinique. Voici le schéma du docteur Gernèse avec la régulation de l'axe somatotrope. Vous voyez qu'il y a l'hypothalamus, l'hypophyse. Cette hypophyse sécrète l'hormone de croissance, la fameuse STH ou GH, qui va toucher le foie et provoquer un facteur de croissance. Ce facteur de croissance permet bien entendu l'accroissement de l'os, de la taille, le développement de l'individu. Il permet également la régénération tissulaire, il permet la cicatrisation, etc., etc. Mais une fois que le tissu cible a été corrigé, le facteur de croissance il y a un effet rétroactif et cette sécrétion cesse. Par contre, si nous avons cette hormone de croissance qui est associée à une hyperglycémie liée à nos erreurs alimentaires que l'on provoque un hyperinsulinisme, à ce moment-là, ce facteur de croissance va être décuplé et nous allons entrer dans un phénomène inflammatoire chronique. Nous avons une poussée inflammatoire permanente. D'où l'intérêt de savoir maîtriser et cette hormone de croissance et cette approche nutritionnelle. Le cycle des maladies. Nous avons 3 cercles. À gauche, l'information. Au centre, la transformation. À droite, la production. La production, c'est-à-dire les maladies auto-immunes, les cancers, les maladies dégénératives, etc., etc., les maladies infectieuses. Et nous avons les traitements symptomatiques appropriés, et c'est très bien. Notre rôle est de remonter en amont pour essayer de trouver, au niveau de l'information, donc de l'étiologie, quel est le facteur étiologique ou psychologique ou environnemental ou alimentaire qui est délétère. Si 1, 2 ou 3 de ces éléments étiologiques perdurent, nous entrons dans une transformation de notre système immunitaire, nous entrons dans une transformation de notre homéostasie, et du coup, nous sollicitons en permanence la production de la maladie. Il y a donc intérêt à comprendre l'origine de cette pathologie, donc de remonter en amont, de rechercher ce facteur psychologique, facteur environnemental ou alimentaire.
l'approche globale. Je vous disais qu'il y a belle lurette que j'ai compris qu'une pathologie ne peut pas se guérir par une approche unique. Il faut donc, c'est l'objet de cette conférence, pouvoir approprier psychologie, activité sportive, faire un suivi, faire un comportement alimentaire adapté et enfin une proposition thérapeutique en complément bien entendu du traitement conventionnel. Je répète, autour de ce traitement conventionnel, nous allons proposer toute une série d'approches qui sont globales. Voyons les différentes propositions de comportement alimentaire, c'est-à-dire la notion de curseur. Cette notion de curseur est importante à comprendre, car lors de l'examen d'un patient, nous allons voir si son comportement alimentaire est satisfaisant, nous allons voir si, au palpé de son abdomen, nous avons une inflammation, résultat d'une fermentation, cette fermentation étant le résultat elle-même d'un gavage sucré trop important. Donc, en fonction du degré de l'inflammation, de la fermentation et du gavage sucré, nous allons pouvoir proposer différents types de comportements alimentaires. Et donc, nous commençons par le régime à index glycémique bas. Type, par exemple, mode paléolithique adaptable à tout le monde, que l'on peut proposer dès qu'il existe une inflammation intestinale. Alors, il ne s'agit bien entendu, il ne s'agit pas de retourner dans les cavernes, mais il s'agit de prendre conscience que notre alimentation est hyper chargée en sucre. Donc, déjà, prenons conscience de cela. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les cétoses exogènes. C'est donc une alimentation où nous avons supprimé le sucre. Et là, cette alimentation est à proposer dès qu'il existe une inflammation conséquente avec une pathologie associée. Ceci peut se faire en intercure, régime sur une semaine, sur un mois, etc., mais toujours bien accompagné. Enfin, il y a les cétoses endogènes, ou le jeûne hydrique, où l'apport hydrique strict ou jus de bouillon de légumes seul est proposé. Et ceci en fonction, bien entendu, d'une poussée inflammatoire majeure dans des pathologies lourdes. C'est un jeûne hydrique, il est encadré sur plusieurs jours, 5 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours, voire 20 jours. L'alimentation, le retour à l'alimentation devra être très progressif pour ne pas augmenter l'hormone de croissance. Et bien entendu, ceci dans le respect de l'indice de la masse corporelle. Donc voyons le schéma de cet index glycémique bas. Par exemple, au petit déjeuner, graisse animale, jambon, œufs, fromage à pâte dure, sardines, maquereaux, anchois, foie de morue, et ou graisse végétale, c'est-à-dire les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, avec un peu de thé, un peu de café, bien entendu. Au déjeuner, protéines animales plus légumes verts, type champignons, salade, ratatouille, brocoli, etc., plus, protéines animales, légumes verts, champignons, salade, ratatouille, etc., protéines animales ou protéines végétales et légumes verts. Donc toujours une protéine animale et légumes verts, ou une protéine végétale et légumes verts. Le plat constant, c'est le légume vert. Au goûter, graisse végétale, plus ou moins un fruit, type pomme, poire. Au dîner, à nouveau, protéines animales plus légumes verts, ou protéines végétales plus légumes verts. Donc, vous voyez que déjà, la réduction du sucre est importante. La cétose exogène
eh bien, nous aurons le même petit déjeuner, graisse animale, jambon, œuf, fromage, chèvre, brebis, à pâte dure, sardines, maquereaux, anchois, foie de morue, graisse végétale, oléagineux, noix, noisettes, avocat, toujours le thé et le café, comme on le souhaite. La différence arrive ici. Au moment du déjeuner, nous avons une protéine animale plus légumes verts, champignons, salades, ratatouille, brocolis, etc. Et un extracteur de jus de légumes crus. C'est-à-dire que nous ne prenons plus de protéines animales qui contiennent du sucre. Le goûter, graisse végétale, oléagineux, et toujours notre extracteur de jus de légumes crus. Au dîner, protéines animales, toujours légumes verts, ce sont des véritables plâtrés de légumes verts, champignons, salades, ratatouille, brocolis, endives, poireaux, etc. Et toujours notre extracteur de jus de légumes. Vous voyez que l'apport du sucre ici est total. Non, la suppression du sucre est totale. Maintenant, l'acétose endogène ou le jeûne hydrique. Donc le petit déjeuner, c'est très simple. C'est le jus de bouillon de légumes vert avec extracteur de jus. Au déjeuner, jus de bouillon de légumes verts, toujours extracteur de jus, de jus de légumes, avec une bonne sieste et une bouillotte sur le foie pendant au moins une bonne demi-heure. Le goûter, toujours le jus de bouillon de légumes crus et l'extracteur. Et le dîner, jus de bouillon de légumes verts et toujours l'extracteur de légumes crus. Donc là, on n'est plus que dans le jus de bouillon de légumes. Ceci, bien entendu, se fait dans un climat médical avec une surveillance pour être capable de suivre l'indice de masse corporelle et ne surtout pas entrer dans des désordres à type de cachexie. L'approche qualitative, ça s'appelle les intolérances alimentaires aux IgG. Par une prise de sang, nous sommes capables d'analyser une quantité importante d'aliments, et il peut y avoir aucune réaction d'intolérance, et donc tous ces aliments sont parfaitement supportés. Il peut y avoir un taux limite entre 40 et 50 pour certains produits, donc il y aura intérêt à stopper ces produits pendant un moment, de faire une cure de probiotiques pour réinstaller, pour réaménager, pour cicatriser la muqueuse intestinale, et réintroduire très doucement ces produits à des taux limites. Enfin, les produits qui sont au-delà de 50, par exemple la caséine, le lait de vache, le blanc d'œuf, les farines de blé, etc., ces produits-là seront momentanément à exclure de l'alimentation et au bout de 3 mois, 6 mois, avec la prise de probiotiques, on pourra réintroduire très progressivement certains produits. Mais tel que l'exemple nous donne la farine de blé à 134, il faut oublier de prendre du blé. La gliadine à 125, il faut oublier de reprendre de la gliadine. Ces intolérances alimentaires ne sont pas gravées dans le marbre. C'est-à-dire que si nous respectons nos aliments, en quantité et en qualité, nous allons voir que sur les bilans d'intolérance alimentaire successifs, nous allons corriger les paramètres, les chiffres qui sont indiqués, et nous pourrons réintroduire progressivement certains aliments. L'hyperperméabilité. Lorsque nous avons vu sur le schéma de Massol qu'il y avait une hyperperméabilité permettant le passage d'un antigène du pôle apical au pôle basal, il se passe plusieurs choses. La première, c'est une inflammation intestinale. Ensuite, un dysfonctionnement immunitaire, quand l'antigène arrive au niveau basal. Il y a donc une hyperperméabilité avec comme conséquence des symptômes digestifs, ballonnement, constipation, diarrhée, etc., etc., et des symptômes extradigestifs qui aujourd'hui, en l'occurrence, sont les maladies dites auto-immunes.
Nous avons ici un schéma montrant que notre alimentation au niveau du grêle est filtrée par notre système immunitaire et va nous donner, par exemple, au niveau cutané de l'eczéma, de l'asthme, du psoriasis, au niveau intestinal, une rectocolite hémorragique, un Crohn, au niveau bronchique, pulmonaire, eh bien une bronchite, une sinusite, des angines, etc. Au niveau de notre système articulaire, eh bien une polyarthrite rhumatoïde, etc. Donc il est très intéressant de comprendre que par notre alimentation, nous pouvons comprendre le lien, par notre alimentation et notre système immunitaire, nous pouvons comprendre le lien qu'il y a entre une sinusite et une polyarthrite. Nous pouvons comprendre le lien qu'il y a entre une rectocolite hémorragique et un eczéma. Ce schéma est fondamental. Voyons le groupage HLA. Le groupage HLA, par analogie, lorsque vous achetez un livre, vous avez un code-barre qui indique l'auteur, l'éditeur, le prix. Eh bien, nous avons un code-barre, nous aussi, dans l'organisme, qui est fait d'allèles portés par le brachio du chromosome 6. Et ce sous-groupage HLA donne l'identité de chaque personne. Ce groupage HLA est de classe 1 ou de classe 2. Dans le classe 1, vous avez le groupage HLA groupe A, B et C. Et dans le groupage HLA de classe 2, vous avez le DR, TP, DQ. Je vous ai donné ici un exemple. A1, A3, B8, B27, CW7, CW16, DR1, DR3, DR2, DQ6, etc. Dans une maladie auto-immune, dès que l'on a A1 et B8, nous sommes dans une maladie auto-immune. Et vous connaissez tous la signification d'un HLA B27 dans la spondylarthrite ankylosante. Vous connaissez tous la signification du DR1 ou du DR4 dans une polyarthrite rhumatoïde. Je vous montre ici les maladies auto-immunes, certaines ou possibles, associées aux HLA. Donc, lorsque l'on est DR3 par exemple, on a une signification de maladie cœliaque. Lorsqu'on est DR1 ou DR4, on a une signification de polyarthrite rhumatoïde. Lorsqu'on est B27, on a une signification de spondylarthrite ankylosante, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très bien avoir ces allèles qui orientent vers des maladies possibles et passer sa vie sans l'expression de ces maladies. Pour que la maladie s'exprime, il faut le lien serrure-clé. Nous allons appeler la serrure nos allèles et la clé l'antigène X. Cet antigène peut être alimentaire, peut être infectieux, peut être vaccinal, peut être polluant, un polluant quelconque. Et dès qu'il y a le lien serrure-clé, nous développons la pathologie. Donc, dès qu'il y a un mimétisme entre cette cellule, cette clé et cette serrure, nous déclenchons la pathologie. Donc, tout le rôle, eh bien, c'est d'isoler la serrure et de chercher à minimiser ce pôle antigénique. Vous avez ici le schéma de la cellule présentatrice de l'antigène. Donc c'est l'antigène intestinal, infectieux, tout ce que l'on veut, qui passe la barrière intestinale, va être mis au contact d'un lymphocyte,
lymphocyte, on va prendre l'exemple de lymphocyte T4. Ce lymphocyte T4 a un récepteur membraneur TCR qui présente le peptide antigénique. Ce peptide antigénique est en lien avec le CMH de classe 2. Il y a donc transmission, ici, de l'information de la cellule présentatrice à la cellule T. De même à droite, vous avez la même cellule présentatrice de l'antigène qui amène le peptide à la cellule T8 cytotoxique grâce au CMH1 ou à l'HLA de classe 1, reconnu par le peptide de la cellule cytotoxique. Voilà. Et donc, il y a à nouveau réaction immunitaire. Voici un schéma montrant cet antigène qui peut être alimentaire, bactérien, viral, parasitaire, vaccinal, plombage dentaire, polluant, etc., qui arrive au niveau intestinal. Il y a passage de la muqueuse intestinale, donc hyperperméabilité intestinale, mise en jeu du système immunitaire. Vous avez cet antigène qui est pris par la cellule présentatrice de l'antigène, mise en phase du groupage HLA d'un lymphocyte, et qui va vous développer une maladie d'une spondylarthrite ankylosante, d'une polyarthrite rhumatoïde, d'une sclérose en plaques, d'une rectocolite, d'un diabète, d'un Gauchereau, etc., etc. Nous avons à nouveau ce schéma montrant la place de l'étiologie, de la transformation et de la maladie. Nous avons compris la recherche alimentaire, psychologique ou environnementale dans l'information. Nous allons, avec quelques tests biologiques, voir le typage lymphocytaire, la recherche d'anticorps, la recherche de l'HLA. Nous avons ici un schéma qui montre la place du système immunitaire, et ce schéma va présenter au partir de la moelle osseuse des lymphocytes qui vont passer dans le thymus, provoquer des lymphocytes T8 ou des lymphocytes T4. D'autres vont passer hors du thymus et donner des lymphocytes B ou des natural killers. Le lymphocyte T4 est le commandant de toute cette aventure, et il va stimuler la production des T8 cytotoxiques, il va stimuler la production des lymphocytes B, pour arriver conjointement à détruire la cellule pathogène. Nous avons plusieurs types de maladies dites auto-immunes, des affections systémiques, telles que le lupus, telles que le syndrome de Gauchereau, telles que les polymyosites, telles que les sclérodermies, telles que les polyarthrites rhumatoïdes, qui ont toutes leur spécificité biologique d'anticorps antinucléaires, anticorps anti-ADN natif, etc., etc., etc. Nous avons ensuite des maladies auto-immunes, non plus de système, mais d'organes, tels que au niveau du foie la cirrhose biliaire primitive, les hépatites auto-immunes de type 1, de type 2, ou les cholangites sclérosantes primitives. Au niveau du stomac, nous avons l'anémie de Birmer bien connue. Au niveau du pancréas, nous avons les diabètes de type 1. Au niveau de l'intestin, nous avons la fameuse maladie cœliaque, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Au niveau de la thyroïde, eh bien, nous avons la maladie de Basedow et la maladie d'Hashimoto. Toujours
dans ce phénomène de clés, donc de facteurs, par exemple, en l'occurrence ici, d'infectants, de co-infectants, par exemple la maladie de Lyme, qui peut très bien révéler une polyarthrite chez un patient. Donc nous avons ici l'esquisse d'un traitement d'une maladie de Lyme. Et voilà un schéma qui résume parfaitement toute l'affection. C'est que vous avez à gauche une paroi intestinale avec ce fameux entérocyte qui sont joints avec une production de mucus qui protège le pôle apical de l'entérocyte. Et au pôle basal, nous voyons les capillaires sanguins, les capillaires lymphatiques. Nous avons exactement le même tissu au niveau pulmonaire, ORL, avec des cellules ciliées, une production de mucus, et au pôle basal, les capillaires sanguins, les capillaires lymphatiques. Vous comprenez donc qu'il y a une ressemblance, une analogie complète entre ce tissu cellulaire intestinal et ce tissu cellulaire ORL pulmonaire. Donc quand il y a une inflammation intestinale, eh bien, il y a un risque certain d'inflammation ORL, ce qui vous explique le nombre d'infections ORL chez des enfants qui sont gavés de laitage, c'est-à-dire de lactose, gavés de sucreries, de pain, de croissants, et qui sont donc tout le temps, avec des douleurs abdominales et des infections ORL, sinusite, etc. Donc déjà, supprimons ce gavage sucré et l'enfant ira beaucoup mieux. Autre schéma, au lieu que ça soit une cellule ORL, au lieu que ça soit donc une cellule monocouche, vous avez ici un chondrocyte. C'est exactement le même principe. Vous avez donc une inflammation intestinale. Vous avez donc une inflammation à distance rhumatismale. Et donc, je dis toujours aux patients, quand la chaudière, c'est-à-dire l'intestin, est enflammé, ne vous étonnez pas que les radiateurs soient enflammés. Si donc vous voulez guérir un rhumatisme inflammatoire, commençons donc par guérir la muqueuse intestinale et du coup, ipso facto, la muqueuse rhumatismale s'améliorera. Voyons les traitements. D'abord, le drainage du trépied, foie, pancréas, intestin. Les remèdes de biomodulation issus de bilan protéomice. Les isothérapiques des sérologies virales, bactériennes, etc. et de l'HLA. Les remèdes homéopathiques de terrain, les remèdes de phytothérapie et les remèdes d'huile essentielle. Le traitement de drainage du trépied, foie, pancréas, intestin. Vous avez donc compris l'importance du respect du comportement alimentaire et de l'effet délétère du sucre, du gavage sucré, entraînant une fermentation et une inflammation intestinale. Si donc nous sommes capables, 1, de corriger l'apport alimentaire, 2, de cicatriser et de régénérer cette membrane intestinale, nous allons apporter une amélioration considérable chez le patient. Nous pouvons ainsi, au niveau du foie, proposer du desmodium, au niveau du pancréas, proposer de la bromélaïne, au niveau de l'intestin grêle, proposer des probiotiques, par exemple. Ces produits sont hautement efficaces, d'autant, bien entendu, que le patient a compris la nécessité d'arrêter ce gavage sucré. Le professeur Lucien Israël
déclare qu'il est bientôt impossible de dresser des plans stratégiques destinés à contrôler, à stabiliser ou à faire régresser des affections chroniques sans y intégrer un traitement antiradiculaire au long cours. Nous n'avons cessé de le dire. Dans les traitements, nous voyons les biomodulations issues du protéomice. Donc c'est une prise de sang complexe, faite à partir du sérum du patient, mis en présence de réactifs, et on a 53 réactifs différents qui vont se situer en fonction de leur importance dans la bilan de flocculation répartis à droite et à gauche sur une courbe. Et donc, de ce traitement, de cette réaction biologique, nous allons pouvoir tirer une information sur l'état de ce patient, et deuxièmement, avoir des propositions thérapeutiques. Nous en verrons quelques exemples par la suite. Le traitement issu des sérologies. Donc, dans un premier temps, nous avons les remèdes sérologiques du groupage HLA. Il s'agit donc d'emporter un antisérum HLA, 9, 12, 15, 30 CH, en dose hebdomadaire successive, puis en dose mensuelle à 27 ou 30 CH. Et nous avons l'exemple ici à 1, A3, B8, etc., que nous avons repris précédemment. Et nous allons ainsi essayer de bloquer la serrure. Par ailleurs, nous pouvons utiliser le même principe pour les facteurs, les antifacteurs rhumatoïdes, les anticorps des antifacteurs rhumatoïdes, que nous allons mettre en dilution freinatrice en haute dilution homéopathique. Nous avons quelques remèdes homéopathiques à proposer également dans les maladies rhumatismales. Nous avons des remèdes homéopathiques qui suivent cette loi de l'homéopathie, à savoir que dans le rhumatisme inflammatoire, nous avons une aggravation des symptômes dans une immobilité prolongée, une douleur au premier mouvement et une récidive si le mouvement a été trop long, trop brusque. Rustock est le chef de file. Ruta est un grand remède de tendons et de ligaments, et tous les sportifs et marathoniens connaissent le couple Arnica-Ruta-Rustock. Nous donnerons radium bromatum lorsqu'il y a des douleurs rhumatismales indépendantes des facteurs climatiques. Par contre, nous donnerons rhododendron, natrum sulf dulcamara, quand le patient vous décrira des douleurs rhumatismales rythmées par les variations climatiques. Nous avons des traitements de phytothérapie qui vont vous apporter une réponse à partir du Scutea, remède de base. Et lorsque vous êtes dans une poussée, vous mettrez Scutea ungra et Lapacho. Lorsque vous êtes dans une phase chronique, vous mettrez Arparicum, GK10, Lapacho. Vous avez un traitement d'huile essentielle par une application locale cutanée avec de l'Eucalyptus citriodora, de l'Helichrysum italicum, de l'Achille ligustica, une huile végétale de Calophyllum. Quatrième point, voyons les quelques exemples. Voilà donc une courbe de protéomice avec 53 paramètres dispersés à droite et à gauche d'une courbe, d'une ligne centrale, et avec des paramètres verts, d'autres rouges, d'autres bleus, d'autres violets, les paramètres verts signifiant l'inflammation, les paramètres rouges signifiant le facteur métabolique ou psychologique, les paramètres bleus signifiant les facteurs immunitaires et les facteurs violets traduisant les réactions tissulaires. La place de chacun de ces paramètres
est donc significative et révélatrice de ce qui passe chez le patient à l'instant T. Ainsi, devant nous, en haut et à droite, il y a le PEG 6000, et je sais donc que ce patient est dans une maladie auto-immune, très vraisemblablement, d'autant qu'il est associé à l'acétylacétone, au BES, ce qui sont des rapports manifestant une affection inflammatoire immunitaire. Voilà un exemple d'un patient à un temps T, avec à droite des paramètres bleus, donc immunitaires, des paramètres violets, tissulaires. Le patient a donc suivi un comportement alimentaire pour corriger ces facteurs tissulaires et du coup corriger les facteurs immunitaires. Et nous voyons quelque temps après le bilan comparatif montrant qu'il existe toujours le PEG, mais les autres facteurs se sont largement amendés. C'est-à-dire que le patient garde toujours sa maladie auto-immune, mais elle ne s'exprime plus. C'est-à-dire que si nous faisons une échelle analogique visuelle, il était à 10 sur 10 par exemple, et là, il arrive à 3 ou 4 ou 2. Donc on a largement amélioré ses douleurs ou son rhumatisme. Voilà un jeune patient qui a une spondylarthrite HLA-B27, avec comme caractéristique ici les tests rouges, Bernstein et phénol, et de l'autre côté le PEG. Ce même patient en poussée inflammatoire, vous voyez qu'à droite, il y a tous les paramètres verts, MES, acétate de cuivre, histidine, cétavlon, etc. Vous êtes en poussée inflammatoire. Eh bien, ce patient, après une cure de jeûne, vous voyez, revient en tête le PEG, mais les paramètres inflammatoires se sont complètement amendés. Voilà le but de ce bilan de flocculation. Permettre de comprendre la nécessité d'un comportement alimentaire, bien entendu, donc les différentes phases, que ce soit un régime paléolithique, que ce soit une cétose, associé bien entendu au phénomène de respect du groupage HLA, donc on va bloquer la serrure, on va bloquer la clé, voilà. Nous avons donc avec ce bilan de flocculation, la possibilité de suivre l'évolution et de suivre l'amélioration. Je vous remercie.